Je m'appelle Evelyne Dupont. J'y ai 58 ans. Et pendant la majeure partie de ma vie, les gens m'ont qualifié de stable, de fiable, de personne qui ne flanche jamais. Avant, cela sonnait comme un compliment. Ce matin-là, debout sur le pas de la porte de la maison que j'y avais passé des décennies à entretenir, cela ressemblait davantage à une malédiction. Le grondement d'un camion a secoué le calme de notre rue des Lilas à Bordeaux. Quand j'y ai ouvert la porte, j'y ai vu mon frère Damien en descendre, sa femme Claire juste un pas derrière lui, habillée comme si elle arrivait pour une séance photo plutôt que pour une visite familiale. Deux déménageurs ont sauté de l'arrière du camion, ajustant déjà leurs sangles et leurs gants. Claire n'a pas perdu une seconde. Sa voix était claire, presque joyeuse lorsqu'elle a annoncé « C'est pour notre nouvelle maison, tu n'as plus besoin de tout ça ». Avant même que je ne puisse reprendre mon souffle, les déménageurs m'ont bousculé comme si mon entrée leur appartenait. Ils ont commencé à coller des étiquettes fluo sur ma télévision, mon réfrigérateur, et même sur les tableaux que j'y avais époussetés la veille. La rapidité de la scène donnait le vertige. Mon salon s'est transformé en une salle des expositions qu'on vidait pour une vente aux enchères. Damien restait en retrait, fuyant mon regard. J'y ai cherché sur son visage le petit garçon que j'y avais élevé après la mort de nos parents. Le garçon pour qui j'y avais cuisiné, que j'y avais grondé, défendu. Tout ce que j'y ai vu, c'est un homme faisant semblant d'être occupé avec des cartons pour ne pas avoir à me regarder le regarder. Au moment où les portes du camion se sont refermées dans un claquement, ma maison semblait plus petite, vidée de son âme. Je suis resté sur le perron pendant qu'il s'éloignait vers les grilles de leur nouveau quartier résidentiel. Le camion a freiné, les pneus ont crissé, et tout le monde à l'intérieur s'est figé. Quand j'y avais 16 ans, mes amis prévoyaient des booms et des voyages d'été pendant que j'y essayais de comprendre comment faire durer un budget course pour deux. Nos parents étaient morts à quelques mois d'intervalle, mon père dans un accident sur les docks du port, ma mère d'une maladie qu'elle avait cachée trop longtemps. Damien n'avait que 8 ans à l'époque. Je suis devenu son parent de substitution avant même d'avoir fini d'être une enfant moi-même. Nous vivions dans la vieille maison familiale du quartier des Chartrons, dont les charpentes grinçantes résonnaient autour de nous la nuit. Je payais les factures d'électricité en enchaînant les petits boulots à l'université du centre-ville, rangeant des livres à la bibliothèque universitaire le jour et nettoyant les amphithéâtres la nuit. Le week-end, je travaillais chez un bouquiniste sur les quais de la Garonne, respirant la poussière des histoires des autres tout en essayant de préserver la nôtre. Je veillais à ce que Damien ne ressente jamais la maigreur de nos repas, même si cela signifiait que je me passais de nouveaux vêtements, de soirées, de cette liberté que les autres filles portaient avec tant de légèreté. Je pensais que cela en valait la peine quand il me montrait ses dessins de gratte-ciel et de ponts, déclarant qu'il construirait des choses plus grandes et plus belles que ce que cette ville de province pouvait contenir. Même à l'époque, il était impatient de fuir nos origines modestes, regardant le papier peint décollé comme s'il l'avait insulté personnellement. Les années ont passé, et j'y ai applaudi le plus fort lors de sa remise de diplôme d'ingénieur, persuadé que mes sacrifices avaient suffi à bâtir son avenir. Mais quand il a ramené Claire à la maison pour la première fois, j'y ai senti l'atmosphère changer. Elle était grande et très apprêtée, portant une robe couleur corail et des chaussures qui claquaient sèchement sur mon parquet usé. Ses yeux parcouraient la pièce comme ceux d'un commissaire-priseur, et son sourire ne m'atteignait jamais vraiment. Damien lui tenait la main comme si c'était sa bouée de sauvetage, et j'y ai su, avant même qu'un mot ne soit prononcé, que ma place dans son histoire avait déjà commencé à rétrécir. Cela a commencé par de petites choses, le genre de service que les familles sont censées s'échanger sans tenir de compte. Claire a admiré un ensemble de vieux livres de recettes traditionnelles françaises qui avaient appartenu à notre mère. Ils seront plus en sécurité chez nous, a-t-elle dit avec un sourire éclatant, les glissant déjà dans son grand sac cabas avant que je ne trouve les mots pour répondre. Damien se tenait près de la porte, jouant avec ses clés comme s'il n'avait rien entendu. Ensuite, ce fut un service des assiettes que j'y utilisais rarement, de la porcelaine bleue et blanche que mon père avait achetée dans une brocante de la région. Claire a dit qu'elle les voulait pour les déjeuners dominicaux, quelque chose qui rappelle l'esprit de famille. La façon dont elle a prononcé le mot famille m'a donné l'impression de n'être qu'une cousine éloignée, et non la femme qui avait élevé Damien pendant les années les plus dures de sa vie. Je me suis dit que ce n'était que des assiettes, rien qui ne vaille une dispute. Mais quand j'y ai vu mes placards avec leurs espaces vides, j'y ai ressenti une morsure que je ne pouvais pas vraiment nommer. Le schéma s'est répété, un marteau de la cabane de jardin, un bouti provençal plié au pied de mon lit, et même une cuillère en argent gravée à mes initiales, que Claire jugeait trop jolie pour rester inutilisée. Elle emballait chaque retrait de la même phrase, tout reste dans la famille.
Cette phrase est devenue une lame douce, glissant sous ma peau à chaque fois qu'elle la prononçait. Je voulais protester, mais les mots se changeaient en pierre dans ma bouche. À l'idée d'éloigner encore plus Damien me réduisait au silence. Après tout, n'avais-je pas renoncé à bien plus pour lui par le passé? N'avais-je pas passé des années à transformer ma vie en ses fondations? Mes sacrifices m'avaient toujours semblé naturels, mais ces petits vols me laissaient perturber d'une manière que je ne savais exprimer. Damien n'a jamais pris la défense de sa femme, ni la mienne. Il restait simplement silencieux, évitant la tension comme un homme craignant de briser quelque chose de fragile. Je surprenais parfois ses yeux vaciller de malaise, mais il détournait toujours le regard avant que je ne puisse en être certaine. Dans ce silence, la voix de Claire prenait de l'ampleur, remplissant chaque recoin de la pièce jusqu'à ce que ma propre maison ne résonne plus comme la mienne. Le matin où ils sont venus avec le camion, le soleil était déjà haut, déversant une lumière vive à travers les rideaux en dentelle. J'y étais dans la cuisine, les mains plongées dans l'eau de la vaisselle, quand le bruit des vitesses qu'on accrochait m'a attiré vers la fenêtre. Un camion de déménagement bloquait la moitié de la rue. 2 hommes en uniforme gris en sont descendus, portant des porte-blocs. Claire est sortie de sa citadine, vêtue d'un pantalon de tailleur ajusté et de lunettes noires, la démarche énergique, le ton déjà autoritaire. Damien la suivait à la trace, les épaules voûtées, le regard fixé sur le trottoir. Ils n'ont pas frappé. Claire a franchi ma porte d'entrée comme si les gonds lui appartenaient. Nous avons une liste, a-t-elle annoncé en agitant le porte-bloc vers les déménageurs, commencé par la télévision, puis le frigo, ensuite les tableaux. Sa voix fendait l'air comme un coup près. Les hommes ont hoché la tête, se dirigeant vers le salon sans hésitation. J'y ai ouvert la bouche pour protester, mais aucun son n'est sorti. Mon frère se tenait près de l'entrée, les mains enfouies dans ses poches. Il ne m'a pas regardé. Il ne regardait rien d'autre que les lattes du parquet qu'il avait l'habitude d'encaustiquer quand il était enfant, celles que j'y avais gardées brillantes toutes ces années. Les déménageurs ont travaillé vite. La télévision a disparu en premier, ses câbles pendant comme des entrailles. Le réfrigérateur a suivi, son absence laissant derrière lui un carré de carrelage froid. Puis l'un d'eux a tendu le bras vers le tableau au-dessus de la cheminée, le préféré de mon père, une peinture des marais des Arcachons au crépuscule que nous avions acheté ensemble sur un marché quand j'y avais 12 ans. Je me souvenais de lui disant, comme ça, nous aurons toujours un bout de chez nous, peu importe où la vie nous mène. À présent, la toile était arrachée de ses crochets, emportée comme un vulgaire encombrant. Chaque claquement de porte, chaque frottement de chaussures de sécurité sur les marches résonnait en moi comme une sentence déjà prononcée. Mes souvenirs étaient réduits à un inventaire. Mon histoire cataloguée sur la liste de contrôle d'un étranger. Claire supervisait avec un sourire d'efficacité, pointant du doigt, hochant la tête, donnant des instructions. Damien se tenait dans le coin, silencieux, se recroquevillant un peu plus à chaque objet emporté. Le temps que le dernier carton soit chargé, ma maison avait été creusée pour devenir quelque chose de méconnaissable. Je me suis agrippé au bord du plan de travail de la cuisine pour me stabiliser, regardant les ombres s'allonger sur les murs vides, me demandant combien de silence supplémentaire je pourrais supporter. Quand le camion s'est enfin éloigné dans un grondement, le silence qu'il a laissé derrière lui était plus assourdissant que n'importe quel moteur. J'y ai fermé la porte doucement, craignant que les pièces vides ne résonnent trop vivement si je la laissais claquer. Mes pas m'ont porté à travers la maison comme si je marchais dans un musée des absences. Les murs du salon portaient encore de pâles rectangles là où les tableaux de mon père étaient accrochés depuis des décennies. La cheminée paraissait nue, des taches sans poussière trahissant ce qui avait été là si longtemps que c'était devenu une partie du bois lui-même. J'y ai tendu la main et touché l'un de ces espaces plus clairs, m'attendant presque à sentir les coups de pinceau, mais mes doigts n'ont rencontré que le plâtre, froid et plat. Dans la cuisine, le coin où se trouvait le frigo semblait exhaler le froid. Les carreaux y étaient plus propres, les joints nets, contours fantomatiques de l'endroit où la nourriture attendait autrefois, où commençaient les repas du dimanche en famille. Je me suis agenouillé, pressant ma paume contre ce carré de sol, et pendant un instant, j'y aurais juré entendre le ronronnement qui m'avait tenu compagnie pendant des années. J'y ai rempli la bouilloire cabossée avec l'eau du robinet et je l'ai posée sur la gazinière. Elle a sifflé et cliqueté comme un vieil homme pris d'une quinte de tout. Quand la vapeur s'est élevée, je me suis versé du thé dans un mug ébréché, essayant de le boire comme si de rien n'était. Mais le thé avait un goût métallique, amer, lourd du poids de ce qui manquait. Je l'ai emporté dans le petit salon, me suis assise sur le bord du canapé qu'il n'avait pas pris la peine d'emporter, et j'y ai essayé de calmer ma respiration.
Le coup à la porte m'a fait sursauter. Madame Martine, ma voisine d'en face, se tenait là avec un sac de course au bras. Elle avait des yeux perçants adoucis par la gentillesse, le genre de regard qui voit plus que ce que vous voulez révéler. Elle a jeté un œil par-dessus mon épaule vers les pièces vidées, ses lèvres se pinçant sans dire un mot. J'y ai cru entendre des déménageurs, a-t-elle dit doucement. J'y ai hoché la tête, forçant un mince sourire. Ils avaient besoin de choses. Ils ont dit que ça les aiderait à s'installer dans leur nouvelle maison. Martine s'est approchée, la voix basse mais ferme. Gardez vos factures, Evelyne. Toutes celles que vous avez. Prenez des photos. Ne les laissez pas dire que c'était à eux de prendre. Ces mots ont percé plus profondément que la pitié. Ils portaient une sorte d'avertissement, un rappel que ce qui avait disparu n'était pas seulement des meubles et des peintures, mais la frontière fragile entre la générosité et le vol. Je lui ai promis de tout rassembler, bien que intérieurement je me sois demandé si une preuve pourrait jamais mesurer le poids de ce qui venait d'être volé. J'y avais toujours été prudente, peut-être trop prudente. Des années de vie solitaire m'avaient appris que la mémoire ne suffisait pas à retenir le monde. Bien avant que Damien et Claire ne débarquent avec leur camion, j'y avais conservé une pochette de reçus, des tickets de caisse jaunis pour l'électroménager, des certificats des authenticités pour les tableaux, et même l'acte de vente manuscrit de la toile des marais de mon père. Chaque document était rangé dans un classeur dans le placard de l'entrée. Lorsque le réfrigérateur avait commencé à faiblir 2 hivers plus tôt, j'y en avais noté le numéro de série et je l'avais même enregistré auprès du fabricant. Sur les conseils de Madame Martine, j'y avais acheté un petit traceur GPS sur Internet et je l'avais fixé discrètement à l'intérieur, caché derrière le bac à légumes. Je m'étais dit que c'était en cas de cambriolage, même si je n'aurais jamais vraiment cru que ma propre famille serait celle qui le mettrait à l'épreuve. J'y avais pris des photos aussi, calmement, méthodiquement. Le service en porcelaine bleue et blanche étalé sur la table de la salle à manger, le vieux bouti plié soigneusement sur le lit, et l'écran de la télévision allumé sur le journal de 20 heures, j'y avais envoyé chaque image sur ma propre boîte mail, m'assurant que les horodatage prouvaient la propriété de manière incontestable. Ainsi, lorsque les déménageurs ont emporté mon réfrigérateur, un signal est apparu sur mon téléphone portable dans l'heure qui a suivi. L'appareil s'est déplacé régulièrement à travers la ville, sa trajectoire traçant sur la carte une ligne qui s'est terminée aux grilles du nouveau lotissement de Damien et Claire. Presque au même moment, Martine m'a envoyé un message disant que la caméra de sa sonnette connectée avait filmé chaque carton, chaque tableau quittant ma maison. Elle avait déjà téléchargé les images sur un dossier partagé. Au moment où le camion a atteint leur nouvelle allée de garage, 2 voitures de la police nationale s'étaient arrêtées, gyrophares clignotant en plein jour. La sécurité du lotissement était arrivée avec eux, appelée suite au signalement de Martine, et les déménageurs se sont figés en plein mouvement, le réfrigérateur vacillant sur son diable. La voix assurée de Claire a vacillé lorsqu'un agent de police s'est approché, un bloc-notes à la main, demandant des preuves de propriété. Je n'ai pas eu besoin de parler. J'y ai ouvert mes emails, fait défiler les factures, les photos, les documents des enregistrements. Le sourcil du policier s'est levé en les comparant aux articles figurant sur la liste des déménageurs. Le visage de Damien s'est vidé de ses couleurs. Les lèvres de Claire se sont entr'ouvertes comme pour protester, mais aucun son n'en est sorti. Le camion tournait au ralenti, silencieux à l'exception du cliquetis de son moteur, tandis que le poids des preuves transformait leur audace en pierre. Claire a réagi plus vite que les voitures de police ne pourraient jamais le faire. Le soir même, sa version de l'histoire s'était déjà répandue sur les groupes Facebook locaux et dans les rumeurs des conversations de quartier. Elle s'est dépeinte comme la belle épouse, celle qui essayait simplement d'aider la sœur vieillissante de son mari à se débarrasser des bric-à-brac dont elle n'avait plus besoin. Mon nom est apparu dans ses publications, traité des égoïstes, des aigris, des ingrats envers ceux qui ne me connaissaient pas. L'histoire était convaincante. Au début, j'y ai pensé à l'ignorer. Mon instinct avait toujours été le silence, de laisser passer les tempêtes sans élever la voix. Mais Martine s'est assise en face de moi à la table de la cuisine, les yeux brillants d'indignation. Si tu ne réponds pas une fois, juste une fois, tu laisses son histoire devenir la vérité. Alors je l'ai fait. Une seule fois. J'y ai écrit un court message. Pas de colère, pas des insultes, juste une liste. Chaque article marqué avec des dates et des factures. Une copie numérisée de l'achat du tableau de mon père. Des photos horodatées des assiettes en porcelaine. Le relevé du traceur qui montrait le voyage du réfrigérateur de ma maison à la leur.
Des captures des écrans de la vidéo de la sonnette de Martine. Aucun commentaire, que des preuves. En quelques heures, les commentaires ont commencé à tourner. Les voisins qui me connaissaient depuis des décennies ont inondé la discussion de leurs propres histoires, rappelant comment j'y avais travaillé de nuit à la bibliothèque de la fac, comment Damien avait mangé à ma table bien après l'âge adulte, comment j'y avais tenu la maison en ordre pendant qu'il rêvait de choses plus grandes. L'une d'elles a écrit, si Evelyne dit que c'est à elle, c'est que c'est à elle. Elle n'a jamais rien pris à personne. Claire a essayé de riposter en répondant avec des remarques cinglantes, mais chacune n'a fait qu'attirer des réfutations plus tranchantes. À minuit, ces mots étaient noyés par des dizaines de voix prenant ma défense. Damien n'a jamais commenté, son profil est resté silencieux, sa photo inchangée, comme si la honte elle-même l'avait rendu muet. Ce jour-là, le tribunal ne s'est pas tenu au commissariat de police, il a eu lieu dans la lueur des écrans, par le poids de la mémoire partagée et l'autorité discrète de la vérité rendue visible. Les preuves ne criaient pas, mais elles parlaient, et les gens écoutaient. Le bureau du médiateur juridique sentait légèrement le cuir et la poussière, le genre des endroits où les mots avaient du poids parce qu'ils étaient gravés sur le papier. J'y étais assise de l'autre côté de la table en chêne poli, face à Damien et Claire, un stylo reposant lâchement dans ma main. Les yeux de Damien restaient baissés, fixés sur l'accord devant lui. Claire, les bras croisés, remuait sur sa chaise comme si les coussins étaient trop raides pour son confort. On m'avait donné la possibilité de déposer plainte, de traîner l'affaire devant les tribunaux, mais j'y avais refusé. La punition n'était pas ce que je voulais. Pas vraiment. Ce que je voulais, c'était la reconnaissance de ce qui avait été pris et du coût que cela représentait. J'y ai donc demandé une restitution financière, le remboursement des dommages, la prise en charge de nouvelles serrures et caméras, et une reconnaissance écrite que les biens m'appartenaient. L'homme de loi s'est raclé la gorge en tapotant le papier. Si vous signez tous les deux, cela reste un accord amiable. Aucune autre poursuite ne sera engagée. Son ton était factuel, mais ses yeux se sont attardés sur Damien, qui a finalement soulevé le stylo. Sa main tremblait pendant qu'il signait son nom. Chaque lettre était hésitante. Il a fait glisser le document vers Claire, qui l'a fixé avec un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. « C'est inutile », a-t-elle marmonné. Mais elle a signé tout de même, son nom formant une boucle comme une fioriture destinée à masquer son ressentiment. J'y ai rassemblé les copies dans mon dossier, ma voix était stable, bien que je sentais un tremblement dans ma poitrine. Pardonner ne veut pas dire oublier, ai-je dit doucement, et ça ne veut pas dire ouvrir ma porte comme si de rien n'était. Vous rembourserez ce que vous devez. Mais vous ne mettrez plus un pied chez moi sans invitation. Plus maintenant. Damien a hoché la tête, un petit mouvement qui semblait lui coûter tout ce qu'il avait. Claire a expiré bruyamment par le nez, mais a gardé le silence. En sortant sous le soleil de la région, je me suis sentie plus légère, bien que pas indemne. Je n'avais pas construit un mur. J'y avais tracé une ligne qu'il pouvait voir clairement maintenant, gravée à l'encre et liée par des conséquences. Et pour la première fois, cette frontière m'a semblé être quelque chose que je pouvais maîtriser. La maison ne ressemblait plus à une coquille vide. Les murs, autrefois marqués de rectangles pâles là où les souvenirs avaient été accrochés, portaient maintenant de nouvelles couches de peinture. J'y avais choisi un ton crème doux, quelque chose de chaleureux qui accrochait la lumière du matin. Un réfrigérateur des occasions ronronnait régulièrement dans le coin de la cuisine, pas aussi imposant que celui qu'on m'avait pris, mais assez robuste pour contenir ce dont j'y avais besoin. Sur la cheminée, l'un des tableaux m'était revenu, restauré par un artisan local après que je l'ai retrouvé dans un dépôt-vente à la lisière de la ville. Les couleurs étaient plus vives que dans mes souvenirs, les marais rayonnant comme si le crépuscule venait de tomber. Quand j'y ai touché le cadre, j'y ai senti le pouls de la continuité, un rappel que tout ne pouvait pas être effacé. Damien est venu un après-midi, les manches retroussées, portant un pot de peinture. Il n'a pas dit grand-chose, m'a juste demandé quel mur je voulais qu'il fasse en premier. Nous avons travaillé côte à côte en silence, ses coups de pinceau étaient maladroits mais appliqués. Quand une ligne de peinture a coulé de travers, il a ri doucement, presque honteux, et je me suis surprise à lui sourire en retour. Ce n'était pas la rédemption. Pas encore. Mais c'était un effort, un petit geste vers la réparation. La pièce au fond de la maison, autrefois encombrée par ma machine à coudre et des piles de tissu, a commencé à changer elle aussi. J'y ai vidé les étagères, ajouté des chaises supplémentaires et ouvert l'espace aux femmes du quartier. De jeunes mères apportaient des vêtements à repriser, des étudiantes venaient apprendre de nouveaux points de couture,
et des veuves arrivaient avec des chutes de tissus et des histoires à partager. Le bourdonnement des machines et le rythme des mains remplissaient l'air, tissant une sorte de camaraderie dont j'ignorais avoir besoin. La maison avait été dépouillée une fois, mais maintenant elle se remplissait à nouveau, non pas de biens, mais de sens, et pour la première fois depuis des années, j'y ai senti les murs respirer avec moi. Damien est passé un après-midi tranquille, sans camion, sans sa femme, sans liste des exigences. Il se tenait sur le porche avec une boîte dans les mains, usée au coin, comme si elle avait été portée trop longtemps. Quand il l'a ouverte, j'y ai vu le service à thé en porcelaine, une crème délicate avec des lianes bleues s'enroulant sur les bords. Celui que notre mère n'utilisait que le dimanche. Je l'ai trouvé dans le garage, a-t-il dit, la voix basse, il n'aurait jamais dû partir d'ici. Ses yeux ont croisé les miens brièvement, cherchant la permission d'y entrer. J'y ai hoché la tête et il a franchi le seuil, posant délicatement la boîte sur ma table. Ce soir-là, la maison s'est de nouveau remplie de voix. Les femmes du quartier se sont réunies dans mon atelier de couture, désormais notre studio partagé, et j'y ai apporté le service en porcelaine au centre des discussions. Les tasses tintaient doucement pendant que je versais le thé fumant, la fine faïence brillant dans la lumière qui filtrait par la fenêtre. La théière, autrefois symbole de ce qui m'avait été enlevé, ressemblait maintenant à quelque chose de restitué. Pas seulement un objet, mais une mesure de dignité. Alors que les rires s'élevaient autour de moi, j'y ai réalisé que ma valeur n'avait jamais résidé dans des assiettes, des tableaux ou même des murs. Elle résidait dans ce que je construisais, ce que je partageais, et ce que je refusais d'abandonner, même quand des autres essayaient de me dépouiller. J'y ai regardé les femmes boire, leurs mains enroulées autour des anses délicates, leur sourire s'élargissant au fil des histoires échangées. La lumière du soleil tombait sur la table, dispersant sa chaleur sur la porcelaine, les tissus et les visages. Pour la première fois depuis des années, ma maison ne me semblait pas seulement entière, mais vivante. La théière versait, les voix s'élevaient, et les pièces se remplissaient de quelque chose que personne ne pourrait plus jamais me reprendre.